Et vous allez voir à quel point tout cela s'applique évidemment à beaucoup de gens, mais en particulier à Badiou. D'autant plus que Badiou revendique une conception théâtrale du monde et de la pensée. On l'a vu la dernière fois. Donc, ce n'est pas un hasard si, par exemple, ce texte où apparaît son lien pourri à la paternité et à son père, c'est un roman-opéra, et si c'est sous la forme d'un opéra qui peut être joué sur scène. On va voir comment tout ça, ça joue à plein dans le bourrichon de Badiou, dont j'ai aussi diagnostiqué la dernière fois comme il était essentiellement mu, je vous l'ai dit, par une dilection pour la souillure, dont témoigne si implacablement, par exemple, sa récente traduction de la République de Platon, on l'a vu longuement la dernière fois, où, comme par hasard, il pratique entre 1000 autres farces l'échange d'un homme contre une femme. Vous voyez, la femme, c'est un échange symbolique qu'il fait, c'est un échange purement langagier. Mais vous voyez à quel point ça montre, en effet, en quoi la femme peut être et doit être, d'un point de vue y compris inconscient, un objet d'échange. Là, il pratique l'échange. Un homme, le rôle donné à un homme dans la République de Platon ne lui convient pas. Il transforme cet homme en une femme. On a vu tout ça la dernière fois. C'est juste pour rafraîchir un peu la mémoire, pour ceux qui ont vu la séance de la dernière fois. Dilection pour la souillure. On a vu ça à propos de Platon, longuement. Aussi dans son rapport à Heidegger, aux Juifs, évidemment, avec son portée du mot juif, que j'ai aussi longuement commenté la dernière fois, ou à son père, qui sont trois insurpassables noms propres. Heidegger, son père, les Juifs, j'ai dit qu'il y avait quelque chose qui s'architecturait dans la tête de Badiou, et qui sont comme les éléments clés, son père, Heidegger, les Juifs, le nom propre, le nom du père, son père, le nom juif, et le nom propre de Heidegger, qui sont les éléments clés de son traumatisme de Laquais, ce que j'appelle moi son traumatisme de Laquais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout cela est rendu extraordinairement aisé à repérer par Badiou lui-même, qui, en bon pervers, ne dissimule rien de ce qui le motive dès qu'il ne se sent plus débusqué. Parce que le propre d'un pervers, c'est qu'il perd tous ses moyens s'il comprend que vous voyez sa perversion. Et vous la voyez à l'œil nu et vous le lui dites. Tant qu'il ne se sent pas débusqué, évidemment, plus rien ne l'arrête dans sa perversion. Et c'est exactement le cas de la mégalomanie, par exemple, de puérile de Badiou aujourd'hui. C'est-à-dire, ce que je disais la dernière fois, il a défait sa natte, mégalomaniaque, et désormais, il apparaît tel qu'en lui-même, dans sa perversité psychologique, tout le temps, en permanence. C'est quelque chose aussi qui a été décrit de manière publique par d'anciens disciples de Badiou. En particulier, j'ai envoyé une vidéo il y a quelques jours par Mehdi Belhadj Kassem, qui a bien expliqué ça, qui a été un de ses plus proches disciples, qui a été dans une relation évidemment de disciple à maître fusionnel et sadomasochiste pendant des années, et qui s'est détaché, qui a fini par se détacher de Badiou, et qu'on a fait un livre dans lequel il raconte la véritable perversité, y compris cruelle au sens propre, psychologique de Badiou, avec lui. Donc, ce n'est pas quelque chose ni de nouveau, ni de secret. Voilà. Mais là, c'est intéressant parce j'en débusque, moi, les tenants et les aboutissants dans les théories de Badiou et dans son rapport à ses propres maîtres. Tout ça pour rappeler encore, que toute la carrière intellectuelle de Badiou, et j'ai expliqué ça aussi longuement la dernière fois, donc je vous conseille quand même, pour ceux qui n'ont pas vu la première partie de cette séance, de la regarder. Elle est assez longue, mais c'est parce qu'il fallait prendre le temps d'expliquer tout cela. La carrière intellectuelle de Badiou, c'est celle d'un souillon en embuscade. En embuscade. C'est-à-dire qu'il est en embuscade derrière son père, par exemple, dont il va trahir les idéaux anticolonialistes par son maoïsme stalinien invétéré et jamais repenti. En embuscade derrière Heidegger, dont il distord la subtilissime pensée de l'être pour refourguer sa propre camelote mathématique. On a commencé de le voir un petit peu la dernière fois, on va le voir encore plus aujourd'hui. Et enfin, embuscade derrière les Juifs, dont le Dieu non, en hébreu, vous savez que les Juifs religieux invoquent leur Dieu en disant, non pas le tétragramme, et non pas Yahvé comme les chrétiens, ou Jéhovah comme les chrétiens, mais en l'appelant Hachem, c'est-à-dire le nom, précisément pour ne pas avoir à dire un nom qui est de toute façon imprononçable. Et on a vu comme ce Dieu non l'ulcère et le déchire. On a commencé de voir la dernière fois. C'est ce que j'appelle être un souillon en embuscade.
C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui attaque frontalement les choses, ou les êtres, ou les théories, mais qui prend le temps, de se déployer et de se révéler. Dans Logique des mondes, l'être et l'événement d'eux. Hein, j'ai expliqué aussi la dernière fois que son œuvre fonctionnait comme un dispositif pervers, en effet. Il y avait eu d'abord son grand œuvre philosophique qui est L'être et l'événement, qui est paru, si je me souviens bien, en 88. Et puis, quelques années après, un entre-deux tout à fait délirant et vitupérant et pervers sur le mot juif et sur les juifs, avec à l'intérieur même de ce porté du nom juif, de ce texte intermédiaire, un autre dispositif dans le dispositif lui-même complètement délirant, avec une arrière-cour dont il ne signe pas le texte, mais qui est vraiment de l'antisémitisme à grande giclée aigre par une femme juive par ailleurs, qui s'appelle Cécile Winter et qui co-signe le texte avec lui. Et puis ensuite, on revient dans la théorie, Logique des mondes, l'être et l'événement d'eux. Donc, ça forme une forme de diptyque, ces deux textes. Et là, il livre ainsi, c'est très intéressant parce que là, il se sent assez sûr de lui pour livrer ce qu'il appelle, à la fin du livre, toute une série de renseignements, probablement sous l'influence de sa vieille fascination pour les régimes policiers. Il donne des renseignements le concernant ses dilections, sa formation, etc. Il appelle ça des renseignements. Donc, c'est une partie quasiment autobiographique de Badiou. Et c'est très intéressant parce que là, maintenant, il ne dissimule plus rien de ce qu'il est et de ce qu'il motive. Qu'on en juge. L'un de ces renseignements est consacré à synthétiser Leibniz. Je crois avoir expliqué la dernière fois que tout le discours de Badiou participe de la synthèse et que ça produit un succès d'années de pensée ou un ersatz de pensée. Il est habité par la synthèse, c'est-à-dire, par exemple, il va vous faire en cinq lignes, dans ses textes, pas seulement dans les conférences, un résumé de ce que serait le rapport à l'être et la manière dont Heidegger décrit l'être. Pour un Heideggerien, pour quelqu'un qui connaît bien la pensée de Heidegger, c'est ridicule, parce qu'il met ça dans son propre jargon et qu'il tourne les choses d'une manière qui ne correspond plus du tout, on va le revoir encore, à ce qu'est la pensée de Heidegger, la si profonde, la si importante et si complexe pensée de l'être de Heidegger. Donc il fait une synthèse, et il pose cette synthèse comme un axiome ensuite, à partir de quoi il se détermine. Donc c'est vraiment un homme, c'est de la philosophie de synthèse, comme on dit, un produit de synthèse. Voilà. Ce n'est pas de la pensée, c'est de la philosophie de synthèse. Et là, il va refaire le même coup avec Leibniz, au cours duquel il explicite, mais entre les lignes, sa propre ontologie, la honte qui lui vient du logis d'où il est issu, de fils détruit, en parlant simplement de Leibniz. Alors, c'est un de ses renseignements, donc, il commence par tracer de Leibniz, grand mathématicien, vous le savez, évidemment, philosophe majeur de l'histoire de la philosophie, penseur majeur de l'histoire de la philosophie, et mathématicien génial. Donc, qui l'intéresse parce qu'il est dans les deux, comme Pascal, il est dans les deux camps. Et il commence par tracer de Leibniz un portrait à peu près aussi pertinent, et aussi imbécile en vérité, que quand, c'est ironique quand je dis aussi pertinent, que quand on évoque, par exemple, les bulles de champagne à propos de Mozart. C'est le premier moment de la souillure, parce qu'il va le souiller, un jet continue comme ça, mais ça se par strate, comme ça, par crachats successifs. Le premier moment de la souillure consiste à rabaisser sous l'apparence de la flatterie. Voilà ce que écrit Alain Badiou de Leibniz. Leibniz, point d'exclamation. Quelle virtuosité, point d'exclamation. Quel agrément constant, point d'exclamation. Quel appétit de connaissance et de jouissance, point d'exclamation. Leibniz est aussi sympathique que son nègre adversaire, Voltaire, l'est peu. En outre, et cela pour moi compte beaucoup, c'est un très grand mathématicien. Voilà, on a 3-4 lignes sur le rapport de Badiou à Leibniz. Leibniz, c'est quand même, ça en devient ridicule. C'est un des philosophes les plus importants, les plus profonds de l'histoire de la philosophie. Évidemment, l'inventeur de la monade. Si vous avez suivi, comme moi, par exemple, moi je lisais ça quand j'étais étudiant, vous voyez, si vous avez suivi les cours de Deleuze sur Leibniz, on n'écrit pas ça sur Leibniz, on n'écrit pas quelle virtuosité, quel agrément constant avec des points d'exclamation, quel appétit de connaissance, etc. C'est comme un type qui dit Mozart, c'est comme les bulles de champagne. Bon, il n'a rien dit. On croit rêver. Hein. Et Leibniz, donc Leibniz, un des plus profonds noms propres de l'histoire de la philosophie, qui est ramené au rôle, entre guillemets, d'un personnage sympathique. Leibniz est sympathique, aussi sympathique que Voltaire était antipathique, écrit Badiou. Et en outre, comme si étonnamment cela n'avait plus aucun rapport avec sa pensée,
il a l'avantage d'être un très grand mathématicien. Comme si c'était un violon d'Ingres pour Leibniz d'être un très grand mathématicien qui plaisait à Badiou du coup. On sait bien qu'il y a un rapport très, 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 très intime entre toute la pensée de Leibniz et toutes ses découvertes génialissimes en mathématiques, sur les indiscernables, etc. Ça, c'est très bien expliqué, par exemple, dans les cours de Deleuze. Vous voyez, alors là, un petit renseignement, donc un petit texte, un petit pamphlet ou une petite giclée comme ça qui nous parle de Leibniz. Mais Badiou ne s'arrête pas là. Et à la souillure tout sourire, que je viens de vous citer, il va ajouter l'offense mesquine. Donc, deuxième étape de la souillure. Mais voici, il continue, c'est dans le même texte, mais voici son talon d'Achille. Il parle de Leibniz. 2 points. Il aimerait, conciliant les doctrines les plus opposées, s'acquérir une reconnaissance universelle. Tiens. Marrant, c'est Leibniz qui voudrait s'acquérir une reconnaissance universelle et du coup devenir peut-être le philosophe le plus lu, le plus traduit, le plus commenté du monde. Allez savoir. Il me fait penser à Sosie, continue Badiou, dans l'Amphitryon de Molière, qui, tourné vers les menaces de la nuit, s'écrie « Messieurs, amis de tout le monde !» Donc Leibniz devient maintenant, dans cette deuxième partie de la souillure, un histrion versatile qui ne songe qu'à être reconnu par tous en étant l'ennemi de personne. Or, l'allusion à l'Amphitryon, c'est là que je voulais en venir, de Molière, n'apparaît pas ici par hasard du tout. Je vous l'ai dit, Lacan y avait fait longuement allusion dans un de ses séminaires bien antérieurs, évidemment, 1955, sur un mode qui ne pouvait que crucifier Badiou, tant il lui correspond corps et âme, si j'ose dire. Badiou avait avoué, dans une de ses interviews, Lacan est une lecture foudroyante. Lorsque je dis depuis la dernière séance que Lacan, le séminaire de Lacan et la pensée de Lacan a foudroyé Badiou, je ne fais que reprendre le mot de Badiou, mais il ne sait pas à quel point il a été foudroyé par Lacan. On le conçoit quand on connaît la carrière de Badiou, et pour son malheur, tout le monde la connaît maintenant dans tous ses détails, y compris toute la partie de sa carrière ordurairement maoïste et stalinienne. C'est évidemment en miroir qu'il s'exprime, toujours à propos d'autrui. On va voir le complexe du miroir, qui est lié évidemment au sosie, au rôle de sosie dans l'Amphitryon de Molière. C'est quelque chose qui fonctionne, mais de manière qui en est presque comique, tant il porte son inconscient en bandoulière, comme dit Philippe Ross. Appelons cela, donc chez Badiou, le complexe du miroir, d'après cette anecdote de Julio Cortázar dans Marel, que je vous rappelle, je l'avais cité la dernière fois. Voilà ce qu'écrit Julio Cortázar dans Marel. Nous pensions tous les deux à cette chose incroyable que nous avions lue. Lorsqu'un poisson seul dans son bocal s'ennuie, il suffit de mettre un miroir devant lui pour qu'il retrouve sa gaieté. Voilà, c'est un peu Badiou.